production de services environnementaux ou de services plus généralement de biens publics pour la société, c'est une véritable production économique pour l'agriculture. On pense souvent à la prévention des avalanches qui vient du pâturage, qui garde des herbes courtes et qui évite la destruction d'infrastructures. Mais il y a aussi l'ouverture des paysages. Par exemple, on sait qu'en Irlande, là où il y a eu une disparition d'élevage, il y a eu évidemment tout de suite des paysages tout à fait bouchés et qui a nuit au tourisme, qui dans cette région-là, ça a disparu. On sait que le stockage de carbone dans les prairies est aussi un service écosystémique que procurent les agriculteurs. Et tout ceci, c'est un ensemble de services environnementaux qui sont procurés gratuitement pour les agriculteurs. Alors, il est vrai que traditionnellement, les agriculteurs se voient plutôt comme des producteurs. Ils sont assez réticents à se considérer comme des jardiniers de la nature, ce qui est un petit peu péjoratif. Néanmoins, ils procurent ces services actuellement gratuitement et il paraît très logique de les rémunérer pour ça. Et il y a une nouvelle génération d'agriculteurs qui, je pense, sont beaucoup moins réticents par le passé à être rémunérés pour produire ces biens publics, cette biodiversité par exemple, actuellement. Et il y a même en Europe des syndicats, en particulier en Angleterre, mais aussi au niveau européen, comme European Landowners Organization, qui considèrent que ces services écosystémiques sont une production importante de l'agriculteur et qu'il faut qu'il soit rémunéré pour ça par des aides. L'Europe est un peu le continent pionnier sur la réglementation des émissions de gaz à effet de serre depuis la COP 21 à Paris. Et petit à petit, la plupart des secteurs vont être mis à contribution sous forme de quotas d'émissions ou de taxes carbone pour réduire leur contribution au changement climatique. C'est déjà le cas des grosses industries comme les cimenteries, les centrales thermiques. L'agriculture a été assez peu concernée jusqu'ici, alors même qu'elle représente une part assez significative des émissions de gaz à effet de serre en France, surtout puisque nous avons une électricité très décarbonée. À terme, il est fort probable que l'agriculture devra rentrer dans ces émissions de gaz à effet de serre. Alors, le problème ici, c'est que les émissions de gaz à effet de serre agricoles, c'est surtout du méthane qui vient des ruminants et du protoxyde d'azote qui vient des engrais azotés et des lisiers. Ce sont des gaz qui sont plus difficiles à réguler, à taxer. Il y a une grosse incertitude, par exemple, sur le méthane. On sait que c'est un gaz très réchauffant dans l'atmosphère, de l'ordre de 30 fois plus que le CO2, que le gaz carbonique. Néanmoins, on sait qu'il a une durée de vie assez courte dans l'atmosphère. Donc c'est quelque chose qu'on va avoir du mal à réguler. Il est quand même tout à fait probable à l'avenir qu'on ait des besoins d'intégrer l'agriculture dans ce qu'on appelle le marché des émissions, enfin l'ensemble du cadre pour la régulation des émissions. Et ça peut être quand même quelque chose qui peut impacter l'élevage extensif. Alors, il est vrai que l'élevage extensif, type élevage allaitant du Massif central, émet plus de gaz à effet de serre, de méthane en particulier, par kilo de viande que l'élevage, disons, sous stabulation plus intensif. C'est un des paradoxes. Ça peut être un problème pour la région Dordogne s'il y a une taxation ou des contraintes sur les émissions. Le problème ici, c'est qu'on a un véritable paradoxe, puisque cet élevage extensif sur des prairies permanentes, lui, il fournit beaucoup de services écosystémiques. On a le stockage du carbone dans les prairies, on a les prairies permanentes qui est vraiment un réservoir de biodiversité. On sait aussi qu'il y a des aspects d'ouverture des paysages, qu'il y a des aspects hydrauliques. L'élevage, ça évite justement de la pousse de végétaux qui pompent beaucoup plus d'eau. Donc c'est quelque chose qui a plein de qualités, mais on a ce problème qui est le problème du méthane avec l'élevage extensif. Si on taxe les gaz à effet de serre, il faudrait quand même faire en sorte que tous les autres attributs positifs de cet élevage extensif n'en souffrent pas et qu'on ne dissuade pas trop cet élevage extensif à cause de sa contribution à l'émission des gaz à effet de serre. À l'avenir, le cadre général non seulement de la politique agricole, mais de ce
ce qu'on appelle le pacte vert européen, va faire en sorte qu'il va y avoir des pressions pour une extensification de l'agriculture. On s'oriente vers plus de production bio, un encouragement à plus de production bio, à une réduction des phytosanitaires, à une réduction des engrais azotés qui sont tout à fait nécessaires puisque à la fois les phytos et les engrais azotés se traduisent par quand même des très très fortes pollutions qui sont souvent sous-estimées dans le cas de l'azote. Ça, c'est un cadre général dans lequel va évoluer l'agriculture française, mais en particulier l'agriculture du bassin de la Dordogne. Alors, quels sont les dangers? Les dangers, c'est bien évidemment d'avoir des rendements moindres, donc moins de production, donc peut-être moins de revenus, sauf si évidemment il y a une hausse des prix qui compense. Alors, le bassin de la Dordogne n'est sans doute pas la région la plus impactée. On est déjà dans le cadre d'une agriculture extensive, assez peu polluante en général. Néanmoins, ces futurs encouragements à aller plus loin dans l'extensification vont devoir être compensés en termes de revenus agricoles par des hausses de prix. Et là, il est nécessaire de développer des stratégies. Ces stratégies, ça peut être des stratégies de différenciation des produits, des labels, etc., qui amènent du surplus de prix. Ça peut être plus de transformation, on pense à l'élevage de montagne et ses contraintes sur l'engraissement. Ça peut être aussi bénéficier de cette demande des consommateurs pour des produits de qualité, avec une forte traçabilité, une origine bien connue et toute la réputation à la fois environnementale et de qualité des produits du bassin de la Dordogne. Le développement des sécheresses, des fortes températures l'été, pose un gros défi aux agriculteurs. L'irrigation n'est pas partout une solution et se pose la question des assurances. Alors les assurances, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Les assurances, c'est quelque chose de très utile lorsqu'on a des risques locaux qui touchent des agents de manière tout à fait aléatoire, typiquement le risque incendie des maisons, où là vous avez possibilité pour les assureurs de faire des péréquations. C'est le cas de la grêle où ça fonctionne assez bien, ils ne grêlent pas partout en même temps. Par contre, les risques sécheresse, là on a un véritable problème puisque ce sont des risques qu'on appelle systémiques et les assurances ne vont pas pouvoir faire grand chose. Déjà, on voit qu'il y a des fortes subventions à ces assurances agricoles. Malgré ça, les assureurs sont plutôt perdent de l'argent sur ces assurances-là. On voit l'exemple des États-Unis qui ont développé des assurances qu'on appelle indicielles, c'est-à-dire basées sur la somme des températures à telle date, sur les précipitations à telle date. Ça ne résout pas les problèmes, il faut des grosses subventions aussi du contribuable aux États-Unis, donc ça n'est sans doute pas la solution miracle. Alors la solution miracle, ce serait quoi? Il n'y en a pas réellement, mais les pistes sont à mon avis beaucoup plus à aller chercher dans la diversification des cultures. Là, c'est un moyen traditionnel de l'agriculteur de minimiser ses risques, donc d'avoir des assolements plus diversifiés, des rotations plus longues, des cultures associées, peut-être des couvertures arborées, de l'agropastoralisme, de la sylviculture. On a des exemples sur le bassin de la Dordogne d'agriculteurs qui ont développé ces techniques d'une manière absolument admirable, des véritables experts. J'en ai rencontré donc en particulier à l'Aiguillac de Cercle et je pense que ça devrait faire tout à fait école. Ça, c'est une piste pour minimiser ces risques qui, à mon avis, est au moins une alternative, en tout cas un complément aux assurances. Il y a aussi le fait d'avoir des stratégies, des itinéraires techniques à plus bas intrants, avec moins de coûts fixes, puisque lorsque vous avez des coûts fixes en machines, en équipement, en phytosanitaire, eh bien, la moindre perte de récolte, elle vous comprime automatiquement, immédiatement le revenu, que lorsque vous avez des coûts plus facilement étalables, avec moins d'équipement, des prêts de matériel collectif, des choses comme ça, des itinéraires à plus bas intrants en phyto et en engrais, vous avez plus de possibilités de résilience. Donc ça n'est pas des solutions miraculeuses, mais c'est sans doute des solutions qui sont à développer. Et encore une fois, nous avons vraiment des exemples de très très belles performances agronomiques avec ces systèmes-là dans le bassin de la Dordogne. La politique agricole commune qui est en train d'être précisée, qui va
commencer à l'horizon 2023, n'apporte pas de changement majeur pour l'agriculture de la Dordogne. La principale caractéristique, c'est que ce sera une PAC beaucoup moins commune. Chaque État membre doit faire des plans stratégiques nationaux, définir ses stratégies d'action. Ça, c'est clair que ce sera une PAC beaucoup moins commune, on peut presque enlever le C. Néanmoins, dans les gros changements, nous aurons la fin de ce paiement vert, qui est un des paiements principaux que touchent les agriculteurs, mais qui sera remplacé par des éco-programmes qui ne devraient pas changer beaucoup de choses. Et puis, nous avons toujours les mesures agri-environnementales, les indemnités compensatrices de handicap naturel qui bénéficient beaucoup aux régions les plus défavorisées. Tout ça, ce sont des composantes importantes du revenu agricole en zone de montagne en particulier. Tout ça, ça devrait être maintenu sous une forme ou une autre. Donc ça n'est pas un enjeu majeur pour l'agriculture du bassin, cette future PAC. Néanmoins, il y a au niveau, je dirais, plus macroéconomique, plus national, des enjeux assez soucieux, quelques risques, et en particulier le fait que cette politique agricole soit moins commune. Il y a un risque de moins-disant social et environnemental avec d'autres pays de l'Union européenne, en particulier d'Europe centrale. On voit bien déjà que le coût du travail a amené une concurrence forte sur certains secteurs, le porc, même le lait. Et ça risque d'être quand même un des enjeux de cette PAC à venir. Et sur ce plan, je dois dire qu'on ne voit pas beaucoup de garde-fous qui sont instaurés en ce moment.